Bienvenue dans Oberkaï, le podcast pour vous faire découvrir des solutions concrètes et éthiques afin d'améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et dans chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme vous, je me pose pas mal de questions pour rénover ou construire mon futur chez moi. Je vous propose donc de partir en quête des meilleures solutions adaptées à chacun d'entre nous. Et ça commence dès maintenant. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-François Benoît. Jean-François, tu es avocat spécialisé en droit de l'urbanisme et en droit de l'immobilier public. J'ai beaucoup aimé ta description sur LinkedIn, donc je me suis permise de la reprendre au moins sur la première partie quand tu dis j'ai grandi les mains dans les Legos et le nez dans des plans ou des atlas. Aujourd'hui, les Legos, ce sont des bâtiments, les plans des PLU, donc on expliquera ces plans locaux d'urbanisme pour le PLU. Et j'ai conservé ma passion des atlas. Donc j'ai absolument trouvé ça génial sur la description, donc je me suis permise de la reprendre pour te présenter aujourd'hui. Donc toi, ton job, c'est d'intervenir dès le début du projet sur des sujets juridiques et d'anticiper les potentiels problèmes. Donc ton objectif, c'est de faire gagner du temps et de l'argent toutes les parties prenantes. Et surtout, ce qui nous intéresse tous finalement à la fin, c'est de voir les projets se concrétiser. Donc toi qui écoutes l'épisode aujourd'hui, cet épisode va être riche en informations, donc pose-toi, prends un café. Je te conseille vivement de prendre un carnet et un crayon parce qu'il va y avoir des pépites tout au long de cet épisode. Donc le sujet aujourd'hui, c'est l'urbanisme et sa réglementation. Est-ce que j'ai tout bon jusqu'ici? Jean-François, bonjour à toi. Bonjour Caroline, tu as tout bon. Tout bon, je n'ai rien oublié. T'as rien oublié, puis effectivement j'ai une passion des atlas, des cartes qui me vient de très très loin. J'adorais me balader le nez en l'air quand j'étais petit, pas pour être perdu dans la lune, mais pour vraiment observer mon environnement, les villes et tout ça. Et c'est ce qui m'a amené beaucoup plus tard à m'épanouir en tant qu'avocat en urbanisme. Eh c'est génial. Du coup, aujourd'hui, on va commencer cet épisode par un petit jeu pour se mettre directement dans le sujet de l'urbanisme. On commence à avoir l'habitude sur le podcast. Tu m'as préparé une vérité et deux mensonges sur notre thématique. Je t'écoute pour me les donner et à moi de trouver la bonne réponse. Alors, je donne les trois et on pourra en discuter. Petit 1, une tiny house ou un petit chalet peuvent être installés au fond de son jardin sans autorisation d'urbanisme de la mairie. Okay. On fait ce qu'on veut chez soi. Vérité ou mensonge? Alors, petit 2, lorsque vous avez un projet de construction, le plan d'urbanisme va pouvoir vous interdire tout un tas de matériaux, par exemple bois ou l'inox, vous imposer certaines couleurs, du blanc et pas de rose, ou vous imposer certains types d'arbres à planter. Ok. Petit 3, un avocat est pas nécessaire pour aider un architecte à préparer un dossier de permis de construire. Et en fait, l'avocat va être utile que lorsque la mairie refuse une autorisation ou que les voisins vous tombent dessus et attaquent votre beau projet. Vérité ou mensonge? Ok. Alors, quasiment sûr pour la première. Du coup, pour moi, il faut une autorisation pour une tiny house ou pour, par exemple, un chalet de jardin. J'ai déjà entendu parler de ça, donc je sais qu'il faut une autorisation. Donc, pour moi, elle est fausse. Tu me corrigeras après. La deuxième, je dirais que c'est possible qu'on nous impose des réglementations en fonction des types de matériaux ou au niveau du choix peut-être des arbres. Alors c'est vrai que ça paraît un peu loufoque, mais peut-être que c'est possible dans certaines administrations ou dans certaines régions. Et pour la dernière, alors c'est pas obligatoire d'avoir un avocat, mais je suppose que c'est sûrement conseillé quand il y a des soucis. Donc allez, je vais dire que la deuxième, c'est la vraie. T'as tout bon. Bravo. Nickel. Super. Alors, est-ce que tu peux nous remettre un tout petit peu de contexte sur les trois? Et puis après, on part sur notre discussion. Alors, on reprend. La première, c'est de savoir si, en fait, on fait ce qu'on veut chez soi et si, tant que c'est à l'arrière de son jardin, on a le droit de construire, installer un peu tout ce qu'on veut. J'aimerais bien dire vrai, mais malheureusement, c'est faux. Il faut des autorisations, sauf, on en reparlera dans le podcast, mais sauf des tout petits trucs, genre moins de 5 mètres carrés, mais sinon vous échapperez pas à une autorisation. Donc la petite abri pour ranger les outils, ça vous pouvez l'acheter chez Casto, mais
ou autre. Et puis, par contre, dès que ça devient un peu sérieux, il faudra passer par la mairie. Ok. Et du coup, pour la deuxième, on peut se faire contraindre, c'est ça? Alors la deuxième, ouais, pour ceux que ça intéresse, si vous allez chercher le plan d'urbanisme de votre commune ou de votre métropole, vous allez tomber sur des pages et des pages, des fois de règles très précises sur ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire, etc. Et voilà, ça peut aller très très loin. C'est pas forcément intuitif, mais on va vous dire qu'il faut planter des arbres qui peuvent pousser jusqu'à 4 mètres ou 1 mètre. On va vous interdire les tuyas, on va vous interdire les bardages de bois, on va vous renvoyer aux nuanciers de la commune avec les couleurs qu'on a le droit d'utiliser et celles qu'on n'a pas le droit d'utiliser, etc. Donc on peut pas faire tout ce qu'on veut chez soi. On peut pas faire tout ce qu'on veut chez soi. Ok. Et du coup, pour la troisième? Alors la troisième, là, je prêche pour ma paroisse. C'est vrai que très souvent dans l'esprit des gens, l'avocat, c'est quand on a un problème et qu'on n'a pas réussi à le résoudre un peu tout seul, qu'on a fait son truc dans son coin. On voit que là, on est vraiment coincé. On a essayé de discuter avec le voisin, par exemple, il nous attaque quand même. Donc souvent, c'est vraiment au bout d'un processus où on essaye de se dépatouiller que on finit par se dire, bah là, j'ai peut-être besoin d'un avocat parce que je sais plus quoi faire. Et alors, ce sera pas le cas pour tous les projets, mais très souvent, un conseil va être bon à prendre en amont. Bah, peut-être pour vérifier que vous avez le droit de construire dans cette zone et que, parce que si c'est pas le cas, on peut plier le dossier tout de suite, par exemple, ou bah, aider l'architecte aussi parce que il y a plein de règles qui sont pas claires et puis on est toujours plus intelligent à deux ou plus et donc on pourra vous aider comme ça à faire un projet qui tient la route et que la mairie va pas vous refuser rapidement et puis c'est toujours douloureux quand on nous refuse un dossier, on se demande, on se dit est-ce qu'on recommence pas, qu'est-ce qu'on fait, etc. Voilà. Ça ajoute de la frustration et le fait d'anticiper, ça permet effectivement de rendre le projet peut-être plus accessible rapidement aussi, quoi. Exactement. Eh ben écoute, ça nous met bien l'eau à la bouche pour le reste qui va suivre parce que ça permet de voir un petit peu justement la globalité de ce que ça peut comprendre l'urbanisme et le droit de l'urbanisme surtout. Je vais commencer en fait l'épisode aussi par cette question parce que c'est bien aussi de définir ce que c'est aussi le droit en urbanisme. Est-ce que tu peux nous expliquer globalement ce que ça comprend? On est dans quel écosystème quand on parle de l'urbanisme et du droit en urbanisme? Alors, le droit de l'urbanisme, c'est une législation qui est globalement dans le code de l'urbanisme. C'est assez simple, ça nous aide. Qui traite beaucoup des thématiques urbaines, de savoir comment est-ce que on réglemente en fait l'utilisation des sols. Donc il y a une première dimension. Alors tout ça, au début du code de l'urbanisme, il y a des articles assez généraux qui vont expliquer que il faut utiliser de manière économe les différents sols. Il faut donc protéger les terres agricoles, il faut concentrer la construction sur les zones urbaines, il faut prendre en compte tous les enjeux de biodiversité, de développement durable, etc. Il faut évidemment tenir compte des impératifs de sécurité, parce qu'il y a des zones où il y a des risques d'inondation ou je ne sais quoi qui font qu'il faut pas construire. Ça brasse comme ça énormément de thématiques, également sociales aussi. Où est-ce qu'on met des logements sociaux? Enfin, ça va rejoindre beaucoup de choix de débats de société, puis de choix qui sont avant tout politiques. Et le droit de l'urbanisme dans tout ça, c'est fondamentalement la réglementation des différents sols. Qu'est-ce qu'on construit à tel endroit? Quelle hauteur? Quel type de projet? À quoi ça ressemble? Voilà, de manière à encadrer les choses. Ok. C'est super clair. Si demain, nos éditeurs ont un projet, c'est quoi un peu le fil rouge dans les démarches? Quels sont les acteurs concernés à qui je dois m'adresser? Du coup, quand j'ai un projet de logement ou j'ai envie de construire ou rénover, alors il y a peut-être une distinction déjà dans ces deux parties.
un logement, comment ça se passe? Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, mais il y en a une qui est très simple, c'est que le dossier, on le dépose toujours à la mairie. La Donc base. l'interlocuteur principal, ce sera d'aller voir la mairie avec son dossier sous le bras. Alors de plus en plus, on peut aussi déposer maintenant les dossiers en ligne. Et c'est la mairie, c'est pas forcément la mairie qui prendra la décision, mais c'est elle qui va recevoir le dossier papier. Ça, c'est la chose plus simple. Ce qui va être beaucoup plus compliqué, c'est quelle autorisation on a besoin. Est-ce que c'est un permis de construire? Est-ce que c'est une déclaration de travaux? Est-ce que c'est un permis d'aménager? Est-ce que c'est un permis de démolir, par exemple? Il y en a quelques-unes comme ça. Et surtout, qu'est-ce qu'on met dedans? Et si vous regardez, c'est de plus en plus clair. Là-dessus, on est quand même aidé par le ministère. Si vous allez sur le site du ministère et que vous tapez formulaire CERFA permis de construire dans Google, vous tombez sur des formulaires CERFA comme on en remplit souvent avec des notices explicatives. Et dans les notices explicatives, il y a quelle autorisation il faut pour tels travaux, et puis il y a qu'est-ce qu'on met dedans. Au début, c'est assez simple, on en reparlera plus tard, mais il y a quelques pièces obligatoires, il y en a moins de 10. Et après, par contre, il y a toutes les pièces facultatives, selon où est-ce qu'on se trouve, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Et là, on arrive à une quarantaine en tout de pièces possibles. Oui, donc ça peut vraiment varier en fonction du projet. Il peut y avoir énormément de paperasse finalement qui peuvent se rajouter. Exactement. Donc il y a un régime simplifié pour les déclarations de travaux, on en parlera, et la construction de maisons individuelles. La maison individuelle, il y a un régime un peu plus simple que le reste des constructions. Quand vous faites un immeuble avec plusieurs logements, un immeuble de bureau, un entrepôt ou autre, c'est un formulaire unique. Et on a mis de côté, ce qui est un peu plus simple, la maison individuelle ou les déclarations de travaux quand vous faites, par exemple, une petite véranda, petite extension de votre maison, quoi. On peut peut-être définir dès maintenant peut-être ce que c'est la déclaration de travaux et le permis de construire, voir quelle est la différence peut-être entre les deux, c'est quoi les acteurs, les pièces à fournir, comme on vient juste d'en parler. Ce qu'il faut avoir en tête, en fait, c'est que il y a deux principes. C'est que pour faire une construction neuve, il faut toujours une autorisation. Et à l'inverse, pour intervenir sur un immeuble existant, le rénover, le réhabiliter, le principe, c'est qu'il n'y a pas d'autorisation qui, normalement, est nécessaire. Donc ça, c'est les principes. Et à chaque fois, ils sont assortis de pas mal d'exceptions dans le code de l'urbain, mais qui sont listées. Mais en tout cas, dans un sens, c'est si vous construisez quelque chose de neuf, il vous faudra une autorisation, sauf si, finalement, c'est une petite construction, ou alors c'est une construction qui va pas rester longtemps, temporaire, des choses comme ça. D'accord. C'est comme ça qu'on comprend le code. Et à l'inverse, quand vous faites une rénovation, c'est le principe, c'est vous n'avez pas besoin d'autorisation, sauf si vous touchez à l'extérieur, sauf si vous agrandissez la construction, sauf si vous touchez aux structures porteuses, etc. Donc c'est comme ça qu'il faut raisonner, en tout cas dans les deux cas. Donc on est d'accord. Je me permets juste de couper ici. Tout ce qui est le permis de construire ou déclaration de travaux, elle est pas obligatoire si c'est des travaux à l'intérieur de chez soi. C'est le principe. Oui. Ouais. Donc après, on pourra redétailler ça, mais l'idée, c'est que normalement, si vous intervenez sur une construction, on a tous en tête que si on est propriétaire d'une maison et qu'on fait des travaux dans des chambres, il y a pas d'autorisation. Par contre, on a plus le réflexe, pas toujours, hein, si je transforme tous les combles parce que je mets des Velux et je transforme ça en surface habitable, si je veux faire une extension pour une véranda, une cuisine, des abris de jardin et autres, plus on va intervenir à l'extérieur de l'enveloppe du bâtiment, plus on va se dire, ah tiens, il me faudrait une autorisation. Ok. Inversement, si on achète un terrain à bâtir et qu'on veut construire quelque chose dessus, là, la réponse, elle est assez claire. beaucoup plus limpide, il faut toujours une autorisation.
Après, la question, c'est de savoir s'il faut une déclaration préalable ou de travaux ou un permis de construire. Finalement, le débat, il est pas très intéressant puisque ces deux autorisations dont le contenu est relativement proche. Évidemment, un dossier de permis de construire, il y a un peu plus de pièces, plus de travail à faire puisque ça vise plutôt des constructions plus importantes que des travaux plus limités qui, eux, peuvent bénéficier de ce régime un peu assoupli qu'est la déclaration préalable. Mais dans les deux cas, le processus, c'est exactement le même. C'est vous montez un dossier, vous mettez les pièces obligatoires, vous regardez est-ce qu'il faut rajouter des pièces facultatives. Une fois que vous avez votre dossier, vous le déposez en mairie. La mairie vous dit s'il manque des pièces ou pas. Elle a un mois pour le faire. Et puis, au bout d'un délai d'instruction, vous avez une autorisation, oui ou non. Et donc, le process, dans les grandes lignes, il va être vraiment le même. C'est juste que la déclaration préalable, comme ça touche des travaux plus petits, il y a certaines souplesses que vous n'avez pas en permis de construire. Donc, c'est beaucoup plus, entre guillemets, compliqué, entre guillemets, de lancer un permis de construire qu'une déclaration de travaux. En termes de charges. C'est un peu plus. Ouais, ça va coûter. Ça va coûter un peu plus de temps et d'énergie de monter le dossier. Et la mairie aura plus de temps. Les délais, en tout cas, de droit commun sont plus longs sur un permis de construire que sur une déclaration préalable. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres types de documents un peu comme ça à connaître ou pour la construction, la rénovation? Ou est-ce que c'est vraiment les deux principaux et après c'est vraiment spécifique à chaque projet? C'est les deux principaux. Ouais. Après, il y a deux autorisations en droit de l'urbanisme. Il y a le permis d'aménager et le permis de démolir. D'accord. Le permis de démolir, on comprend bien ce que ça veut dire. C'est si vous voulez démolir tout ou partie d'une construction qui est sur votre terrain, il faut une autorisation. Après, cette autorisation de permis de démolir, elle n'est pas toujours nécessaire puisque la déclaration préalable ou le permis de construire ou le permis d'aménager, ça s'applique partout dans toute la France et les Outre-mer, un peu sans différence. Le permis de démolir, il y a une petite subtilité, c'est que il y a certaines communes où il n'est pas obligatoire. Il faut que la commune, des fois, l'impose. Dans les faits, on retrouve quasiment partout en France l'obligation d'avoir un permis de démolir. Ok. Mais voilà, à vérifier, vous pouvez vous retrouver dans le cas où vous n'avez pas cette contrainte. Et toujours pareil, à se renseigner directement à la mairie. Ouais, ils vous diront. Quand vous avez un permis de démolir, soit vous le glissez dans votre autorisation permis de construire. C'est un dossier, c'est une pièce en plus en fait. Et le permis de construire vaudra permis de démolir. Ok. Soit vous préférez faire en deux temps. D'abord, je démolis et puis quand j'aurai envie, je construirai quelque chose. Et là, vous pouvez séquencer les choses. D'abord, vous faites un dossier de permis de démolir où vous mettez un plan de démolition et des photos. En gros, c'est un dossier qui est assez léger. Et puis plus tard, vous construirez. Le plus souvent, on voit du tout en un en fait. Vous avez un permis de construire qu'autorise la réalisation de 10 logements sur votre terrain, par exemple. Et dedans, il y a une pièce qui va autoriser la démolition de ce qui existe actuellement sur le terrain. Ok. Non, c'est assez simple. Et le permis d'aménager, ça, en fait, le permis d'aménager, c'est pour diviser un terrain. Quand vous voulez diviser un terrain pour réaliser des bâtiments, c'est-à-dire faire un lotissement, en gros, là, vous allez avoir besoin de cette autorisation. C'est pareil, vous pourrez rajouter des divisions dans votre permis de construire. On aura ce qu'on appelle un permis de construire valant division. Mais vous pouvez aussi vouloir séparer les casquettes. Et ça va pas concerner des particuliers. Plus souvent, ça va être un lotisseur qui achète un terrain, qui veut le diviser en 10 terrains à bâtir. Donc lui, il achète ce terrain, il obtient un permis d'aménager. Ok. Et ce permis d'aménager, ça va porter sur la réalisation de 10 lots à bâtir avec les voies, les réseaux qui vont bien pour que derrière, les acquéreurs puissent acheter un terrain à ce lotisseur et puis faire leur projet de construction dessus, quoi. Et eux, avec un permis de construire. Ok. Donc, ça peut permettre de séquencer les choses. D'abord, on crée des terrains à bâtir, en fait,
Et puis après, on les construira dans le cadre de permis de construire. Ok, c'est clair. Et est-ce que du coup, le fait de séquencer ou de tout faire sous le permis de construire, de tout faire passer dans le fichier de permis de construire, est-ce qu'il y a plus d'avantages parfois à se faire passer son permis de construire en montant tout le projet d'un coup, ou vaut mieux parfois séquencer tous les projets et passer un projet à la fois? Est-ce que je sais pas si tu as des retours d'expérience là-dessus? Ça va vraiment dépendre il y aura autant de réponses que de projets. Le permis d'aménager, vous pouvez en avoir besoin. Enfin, permis d'aménager au passage ou déclaration préalable de division de terrain. Déclaration préalable, ça peut porter sur des travaux ou des divisions. C'est toujours l'idée que c'est le régime simplifié par rapport au permis de construire ou au permis d'aménager. Mais des fois, vous en avez besoin si vous voulez vendre, par exemple, vous avez un terrain trop grand, vous avez votre maison, votre jardin. Si vous voulez vendre une partie de votre jardin pour réaliser une maison supplémentaire sur ce terrain, là, vous pouvez avoir besoin, dans un premier temps, d'une autorisation pour diviser votre terrain. Et c'est ça qui vous sera imposé par votre notaire pour pouvoir vendre ce terrain à quelqu'un qui derrière construira ce qu'il veut dans la maison. C'est pas vous qui allez construire à sa place. Donc dans cet exemple-là, par exemple, le particulier qui vend un bout de son jardin, c'est le particulier qui vend qui va s'occuper de diviser son terrain et d'obtenir une première autorisation, déclaration préalable ou permis d'aménager pour créer ce terrain à bâtir. Et puis derrière, l'acquéreur qui veut construire quelque chose, il se débrouillera avec son permis de construire. Ok. Et donc effectivement là, c'est deux projets bien distincts, quoi. Par contre, un promoteur qui veut faire une opération le plus souvent d'un coup sur un grand terrain, lui, ce qu'il privilégie, c'est du tout en un, avec un permis de construire qui vaudra démolition des constructions existantes, qui vaudra également division du terrain. Il essaye de tout mettre dans le même panier. Comme ça, il dépose son dossier, il attend, il croise les doigts, il obtient son autorisation, il se défend, on pourra en reparler quand les voisins l'attaquent, et puis une fois qu'il a son autorisation, il achète son terrain, parce qu'il aura fait une promesse de vente avant pour pas rester avec le terrain sur les bras, et puis derrière, il revend des appartements, des maisons à des particuliers. Ok, c'est super clair. Je pense que là, on a bien compris et cerné la différence entre les permis, en tout cas. On a vite fait, je t'ai demandé tout à l'heure, est-ce qu'on était obligé de faire une déclaration quand on faisait des travaux à l'intérieur de chez soi? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des obligations si on fait des travaux à l'intérieur de notre maison, ou pas du tout? Ce qu'il faut avoir en tête, donc je disais, quand le principe, c'est si je touche à un bâtiment existant, normalement, j'ai pas besoin d'autorisation, sauf si je suis dans l'une des exceptions qui sont énumérées dans le code de l'urbanisme. Et dans ces exceptions-là, il y en a qu'il faut avoir en tête. La première, c'est est-ce que on va changer l'utilisation qui est faite des locaux? On appelle ça le changement de destination en droit de l'urbanisme. L'idée, en fait, c'est que toutes les utilisations d'un bâtiment, les destinations, elles sont classifiées. Alors avant, il y avait 9 cases, habitation, bureau, entrepôt, dans les vieux documents d'urbanisme. Et puis, depuis 2016, dans tous les communes dotées de plans d'urbanisme intercommunaux, par exemple, ou celles où les documents d'urbanisme ont vraiment bougé les dernières années, on a une autre classification. Vous avez 5 grandes catégories, et puis derrière, des sous-catégories, destination et sous-destination. Et le changement de destination, c'est l'idée qu'on passe d'une occupation à une autre. Donc, par exemple, j'ai en bas d'un immeuble un commerce. Si je veux transformer ce commerce en habitation, ce qu'on voit très souvent dans les centres-villes, là, il va falloir une autorisation de changement de destination. En revanche, si j'avais un artisan en pied d'immeuble et on va mettre un restaurant à la place ou inversement, là, en tout cas dans les nouveaux plans d'urbanisme, il n'y a pas de changement de destination parce qu'on reste dans une grande case commerce et activité de service. D'accord. Voilà. Donc tant qu'on reste dans sa bonne définition, on n'a pas forcément besoin de changer, faire une autre demande, quoi.
Voilà. Et donc après, ça c'est la théorie. L'application, elle n'est pas toujours évidente. Il y a par exemple, on parle beaucoup en ce moment des dark stores. Est-ce que le fait dans pied d'immeuble d'avoir une activité de récupération de commandes qui ont été faites en ligne, est-ce que c'est de l'entrepôt ou est-ce que c'est finalement du commerce enfin, ça s'assimile à une supérette que vous allez avoir en bas de chez vous. Ça, c'est tout un débat. Pareil avec les restaurants. Est-ce que il faut absolument pouvoir rentrer dans un restaurant et s'asseoir à table pour que ça soit qualifié de restaurant, ou est-ce que le fait qu'on puisse sonner à la porte et récupérer sa commande pour autant déqualifie pas le local de restaurant, quoi. Oui, c'est des cas assez particuliers finalement en fonction Ouais. de son activité ou de ce qu'on fait aussi par rapport à chez soi, quoi. Exactement. Donc en tout cas, si vous achetez un local qui est du bureau et vous voulez vivre dedans, il faudra une autorisation pour pouvoir emménager. Ce qui peut aussi faire que vous allez avoir besoin d'une autorisation sur des travaux, sur des immeubles existants, c'est est-ce que vous allez toucher à la façade et est-ce que vous allez toucher aux structures porteuses. Donc c'est l'idée en fait que vous vous contentez de petits travaux comme ferait un locataire, ou est-ce que vous commencez à péter tous les murs, voire vous gardez la façade mais vous refaites tout l'arrière en pétant les planchers et en reconstruisant tout. C'est l'idée en fait aussi que plus on va toucher un bâtiment existant, moins ça va être de la réhabilitation et plus ça va être en fait assimilé à un immeuble neuf qu'on a reconstruit, quoi. Oui, donc là il y a permis de démolition et puis et permis de construire. Vous basculez dans le permis de construire. Ok. Et la dernière chose qui peut vous faire tomber dans le permis de construire, c'est est-ce que vous créez de la surface de plancher. La surface de plancher, c'est assez proche de la surface loi Carrez, ou la surface habitable. Ça a une définition propre dans le code de l'urbanisme. Ce qu'il faut avoir en tête surtout, c'est que si par exemple vous avez une maison avec une mezzanine, si vous bouchez la mezzanine pour étendre les planchers, vous allez créer de la surface de plancher. Si vous transformez les combles qui sont pas habitables en surface habitable, vous allez très vraisemblablement également créer de la surface de plancher. Et si tous ces changements font plus de 20 mètres carrés, ou des fois 40 si vous êtes en ville, et ben là, il va vous falloir un permis de construire plutôt qu'une déclaration après. Donc ça se joue effectivement à la surface, donc soit 20 mètres carrés ou soit 40 mètres carrés, c'est ça? Ouais. Ok. Et au passage aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, je disais, les constructions neuves, il faut une autorisation, sauf si c'est un truc temporaire ou une toute petite construction. Il y a des listes d'exceptions également dans le côté humain. Et ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que quelque chose qui fait moins de 12 mètres de haut, moins de 5 mètres carrés de surface de plancher ou moins de 5 mètres carrés d'emprise au sol, qui est une notion assez proche qui est définie dans le code de l'urbanisme également, et vous avez 0 autorisation à demander. Et si l'un ou l'autre de ces paramètres, vous êtes au-dessus de 12 mètres, au-dessus de 5 mètres carrés de surface de plancher, au-dessus de 5 mètres carrés d'emprise au sol, là, vous allez avoir une déclaration préalable. Et puis, plus vous allez monter ces seuils, plus vous allez tomber dans le permis de construire. Le fameux. Voilà. Et tout ça, c'est résumé dans la notice explicative du formulaire CERFA dont je parlais tout à l'heure. Je mettrai le lien en description pour retrouver cette fameuse notice si on veut regarder justement les cas particuliers pour voir dans quoi on tombe permis, déclaration en fonction du projet, quoi. Ok, super. Et écoute, je pense que c'est assez complet là-dessus. On peut peut-être partir sur des cas un peu particuliers, des précisions, par exemple en cas de copropriété, comment ça se passe. Est-ce que tu peux nous indiquer un peu, c'est quoi les particularités quand on est en copropriété? Alors, la règle de base déjà, c'est que celui qui demande l'autorisation, ça va être le propriétaire du terrain ou n'importe qui
qui va être autorisé par lui à exécuter les travaux. Donc en fait, c'est hyper large et la mairie vérifie pas qui exactement demande le permis, puisqu'à la fin du formulaire CERFA, vous cochez une case qui dit j'ai le droit de déposer l'autorisation. Et donc, vous n'avez pas formellement à mettre dans votre dossier de permis de construire une délibération, une résolution de la copropriété qui vous autorise à demander des travaux, qui vous autorise, à déposer une autorisation d'urbanisme. Il suffit de déposer votre demande en cochant la case et puis vous pourrez avoir votre demande qui est examinée par la ville. Ça veut pas non plus dire que vous avez le droit de faire les choses dans votre coin et de déposer une autorisation sans en parler à la copro. Donc en fait, il faut séquencer les deux choses. Il faut se dire d'un côté, je vais demander à la copropriété son accord. Il va falloir qu'elle vote. Est-ce que elle vote à la majorité simple, à la majorité qualifiée ou pas? Et une fois que vous avez cette autorisation, vous allez déposer votre dossier en mairie, quoi. En nom propre, du coup. En nom propre, ouais. Ok. Il y a un autre cas, c'est un mot un peu à la mode en ce moment, c'est la rénovation énergétique. Ça met en lumière les réglementations environnementales et thermiques, donc ce qu'on appelle la RE 2020, qui est passée. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça sert à quoi? C'est quoi? Et en quoi ça concerne aussi les personnes qui ont des projets de logement? Alors, en deux mots, et je pense que tu auras des invités qui sont experts en RE 2020 et ce serait super intéressant de faire un épisode là-dessus. Mais la RE 2020, donc c'est une réglementation thermique qui a pour objet, en fait, d'analyser l'impact d'un bâtiment tout au long de son cycle de vie. La construction, l'exploitation et tout ça. Et de manière, en fait, si on veut décarboner la France est au rendez-vous en 2050. Ça passe par tout un tas de choses dans les transports, l'alimentation et puis la construction, qui sont les trois gros postes d'émissions carbone. La RE 2020, c'est ce qui va, dans le secteur du bâtiment, permettre de justifier que on a un projet qui est vertueux et qui est dans les clous. Ça se traduit, du point de vue droit de l'urbanisme, par une attestation RE 2020 que vous mettez dans votre dossier. Elle est obligatoire depuis 2022 et vous la déposez dans votre dossier. La mairie s'assure qu'elle existe, mais va pas l'éplucher dans le détail puisque c'est pas son expertise. Déjà, on n'a pas dans les mairies des gens qui vont la regarder en détail. Et puis l'idée, c'est vraiment de vérifier que c'est qu'un sachant, un bureau d'études, a certifié que la réglementation était respectée. Donc c'est assez simple en droit de l'urbanisme, puisque une fois que vous avez déposé cette autorisation, vous aurez votre vous aurez votre permis de construire. Ça n'empêche pas que il y a tout un tas d'autres choix à avoir. Quel type de chauffage vous allez privilégier, quel type d'isolation, etc. Vous avez plein d'options sur la table pour arriver à être du coup dans la cible d'avoir un bâtiment qui est peut-être pas passif ou bas carbone, mais qui en tout cas est au-delà des exigences de la réglementation. C'est un complément du coup qui a rajouté au permis, si je comprends bien. Exact. Et du coup, tous ces choix là dont tu parlais juste après, par exemple au niveau du chauffage, au niveau de l'isolation, ça pourra se faire après finalement l'acceptation du permis. Ouais. Oui. Ok. Ouais. Sachant que de plus en plus, avec la loi climat de l'année dernière, il y a tout un mouvement de lutte contre les passoires thermiques ou énergétiques, où progressivement les bâtiments, les appartements les plus mal classés, F et G par exemple actuellement, vous pouvez plus monter les loyers. Demain, vous pourrez plus les mettre en location. Et bientôt, vous pourrez plus non plus les vendre. Donc, il y a toute une pression qui est mise sur les propriétaires, très schématiquement, de leur dire soit vous rénovez vos logements et vous pourrez continuer de les louer, soit vous n'êtes pas prêt à faire ces investissements, c'est souvent très lourd,
le coût budgétaire d'une rénovation énergétique. Et donc, si vous n'êtes pas prêt à faire ces investissements-là, vous les vendez et il y aura des gens qui sont motivés pour les acheter et puis les rénover, quoi. Bah, c'est bien, t'as enchaîné sur ma prochaine question par rapport justement aux travaux et de la location. Est-ce que c'est pas un peu le cas de ce qui se passe dans le Vieux Paris, où justement, comme c'est des logements qui sont un peu en type passoire énergétique et que les gens ne peuvent plus les louer, ou il faut les mettre aux normes justement énergétiquement pour pouvoir refaire de la location. Est-ce que c'est par exemple un cas? Ouais, bah c'est exactement ce qui se passe. C'est de la même manière que les voitures les moins bien notées peuvent plus rentrer dans les villes. Enfin, il y a des calendriers qui sont comme ça annoncés. On a la même logique sur la rénovation des bâtiments où il y a tout un calendrier progressif 2023, 25, 28. Ça va jusqu'en 2034. Donc les choses sont très étalées. Mm-hmm. Mais effectivement, il y a une pression qui est mise pour rénover ces bâtiments ou arrêter de les louer. La faiblesse du dispositif, c'est que ça interdit pas, par contre, de les mettre en Airbnb ou des choses comme ça. D'accord. Donc il y a une voie de sortie entre guillemets, mais Exactement. Ok. Et bah écoute, c'est super intéressant. Je vois que l'heure tourne. Je te propose qu'on passe pour cette dernière partie d'échange sur un nouveau mode d'habitat urbain, peut-être un peu plus spécifique, mais qui intéresse aussi une certaine partie de la population. Donc là, on va parler par exemple des tiny house, des yurts, des caravanes, enfin des habitats un petit peu plus spécifiques, dits parfois réversibles. Demain, si ce genre d'habitat m'intéresse, est-ce que je peux le construire n'importe où? Est-ce qu'il y a des conditions à connaître? Est-ce que tu peux nous en parler brièvement, savoir s'il y a déjà des premières choses à mettre en place dès le départ quand on a envie de partir vers ce genre d'habitat? Alors là-dessus, ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que malheureusement, alors que on s'imagine pouvoir installer sa tiny house en une après-midi dans un coin de verdure et ne pas avoir d'autorisation à demander, malheureusement, il faut quasiment tout le temps une autorisation de la mairie pour pouvoir vivre dans ce type d'habitat. Après, il y a plein de situations différentes selon où ça se passe. Est-ce que c'est une caravane? Est-ce que c'est une yourte? Est-ce que c'est une tiny house? Il y a plein comme ça de sous-catégories. Et puis, est-ce qu'il y en a uniquement une sur un terrain? Ou est-ce que l'idée, c'est d'avoir un village de petites tiny house, par exemple? Je dis ça pour un peu planter le décor, parce que en droit de l'urbanisme, la réponse va pas être la même si vous avez quelque chose qui est assimilable à un véhicule. C'est le choix par exemple, d'une caravane. Si c'est une vraie caravane qui peut partir en quelques minutes, on est plutôt sur le stationnement d'un véhicule sur un terrain. En revanche, si ma caravane, elle a plus de roues, elle est sur des parpaings, j'ai mis une terrasse autour et ça ressemble en fait à un mobil-home, là, il est évident que c'est une construction. Et une construction, que ce soit une caravane ou une construction en dur, ça revient au même en fait. Vous allez avoir, il va vous falloir un permis de construire. Alors sur les tiny house, ce qu'il faut retenir, c'est que il va toujours vous falloir une autorisation de la commune. Ce sera pas forcément la même selon que votre tiny house elle est démontable, elle peut partir très très rapidement pour vivre 5 mois quelque part et 5 mois ailleurs, que si cette tiny house elle est pas du tout démontable et même si elle a pas de fondation, ça va être assimilable à une construction en dur et il vous faudra un permis de construire. Ce qu'il faut surtout avoir en tête sur le cas des tiny house, c'est que il n'y a pas forcément de différence en droit de l'urbanisme sur le fait de construire en zone agricole une maison en dur ou le fait de vivre dans une zone agricole, dans une tiny house. Malheureusement, si vous n'avez pas le droit de faire une construction en dur, très souvent, vous n'aurez pas le droit non plus d'installer votre tiny house. Puisque les communes sont souvent très réticentes à admettre ce type d'habitat
pour des questions de raccordement au réseau. Est-ce que votre tiny house, elle est raccordée au réseau d'électricité, d'assainissement, tout ça, ou est-ce qu'elle l'est pas? Et pour des questions après de sécurité, que les pompiers peuvent venir en quelques minutes au fond de votre terrain en cas de problème ou pas. Et c'est ce qui fait que on a une législation qui est assez rigoureuse. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous êtes en zone urbaine, pourquoi pas? Ça peut être assez simple de monter ça dans des jardins. Si vous êtes en zone agricole, en principe, vous n'aurez pas le droit de monter d'installer une tiny house, sauf à ce que le plan d'urbanisme le permette. C'est possible que ça a été ouvert, mais donc il faudra bien le regarder. Ce sera du cas par cas. Et dernier point là-dessus, je parlais tout à l'heure, c'est pas la même chose si vous avez une ou plusieurs tiny house ou caravanes sur votre terrain. En fait, ça va plutôt s'assimiler à, il y en a de plus en plus, des sortes de villages vacances, d'écotourisme, tout ça. Là, il vous faudra sûrement un permis d'aménager pour en fait créer ce type d'équipement. Et donc permis d'aménager plus permis de construire derrière pour arriver à vos fins. Ok. Et on parle aussi en ce moment d'habitat participatif. Est-ce que tu peux nous définir aussi quelle typologie d'habitat ça compose et qu'est-ce que ça sous-entend aussi au niveau du droit de l'urbanisme quand on part dans un projet d'habitat participatif? Alors, l'habitat participatif, pour planter le décor, c'est à la recherche d'une troisième voie entre, d'un côté, le logement collectif, que ce soit des promoteurs privés ou des bailleurs sociaux, et le logement individuel. Alors, c'est souvent le pavillon en banlieue des grandes villes ou en zone rurale. Et donc, troisième voie entre tout ça pour permettre à des particuliers de prendre en main la réalisation de leur habitat et pas seulement être client, consommateur d'un promoteur ou locataire d'un bailleur social, par exemple, mais vraiment participer, mettre les mains dans le cambouis pour choisir les caractéristiques du bâtiment et puis porter le projet. L'habitat participatif, c'est ça. Il y a plusieurs formes. Ça a été réencadré par la loi Allure en 2014. Mais c'est une loi qui laisse beaucoup de gens sur leur faim. Ce qu'a fait cette loi, en deux mots, c'est que ça a encadré des pratiques qui s'étaient développées comme ça, mais en dehors de toute règle. Les gens que ça intéresse, ils peuvent se lancer, soit monter une coopérative. On a des coopératives dans tout un tas de domaines. Et donc ensemble porter comme ça collectivement leur projet de logement, ou ils peuvent aussi, de manière un peu plus souple peut-être, faire de l'autopromotion, c'est-à-dire en fait se regrouper et aller chercher les compétences qu'ils n'ont pas, donc des gens pour construire, des architectes, etc. Autopromotion et coopérative, c'est les deux formes de l'habitat coopératif. Ce qui fait que ils ont également la possibilité de s'abriter derrière un bailleur social. On voit beaucoup d'opérations qui se font comme ça pour être guidés et pas être seulement un groupe de particuliers qui se lancent dans la promotion immobilière, ce qui est un métier qui est très complexe. Et dernier point là-dessus, ce qu'on voit, c'est il y a plusieurs façons de faire de l'autopromotion. Soit vous avez une collectivité qui a un terrain qui veut encourager ce genre d'habitat et qui va chercher des gens qui sont intéressés pour porter l'opération. Soit ça vient d'en bas, c'est des gens qui se regroupent, qui ont très envie de vivre ensemble et qui vont chercher un terrain et des appuis pour aller faire un projet ensemble. Si on veut voir à quoi ça ressemble, j'avais trouvé une sorte j'avais trouvé un exemple de collectivité comme à Strasbourg, où je pense qu'il y a eu ce genre d'initiative. Ça peut permettre d'imager aussi, de voir ce que c'est l'habitat participatif et de voir un petit peu comment ça fonctionne, tout simplement. Je sais pas si tu en avais entendu parler
sur Strasbourg de ce projet-là? Je sais que Strasbourg est en pointe là-dessus, Nantes, d'où je viens, également. Donc, ouais, il y a pas mal d'initiatives de toute façon dans ce type d'habitat aussi. Donc, c'est intéressant aussi d'en parler et de voir comment entre guillemets ça peut apparaître dans l'urbanisme, quoi. Oui. Sachant qu'il y a encore des vrais blocages, et que les acteurs restent sur leur faim. Cette loi en 2014 et puis ils attendent un toilettage de cette réglementation, puisque notamment, en gros, quand on s'engage dans ce genre de projet, il faut une garantie délivrée par une banque pour s'assurer en fait que le projet va aller au bout, pour éviter que des gens abandonnent. Et ça bloque. C'est le quotidien des promoteurs ou des bailleurs sociaux que d'avoir comme ça ce genre de garantie. Mais des groupes de particuliers face à une banque, ils pèsent souvent pas lourd, et puis ils ont du mal comme ça. C'est pour ça que beaucoup se font aider par des collectivités, des bailleurs sociaux, pour pouvoir être plus crédibles, et puis pour pouvoir obtenir de l'argent pour construire, et puis des garanties pour s'assurer que ça va aller au bout, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Écoute, j'ai encore 2 questions à te poser qui peuvent être vachement intéressantes, je pense. Il y en a une qui est peut-être pardon un peu stricte, mais qu'est-ce qu'on risque si demain on construit quelque chose ou on rénove quelque chose sans permis, ou on n'a pas été dans la loi? Qu'est-ce qu'on risque globalement en termes de sanctions? C'est peut-être bon à le rappeler. On risque très très gros. Il y a tout un tas de choses. Je parlais en introduction du fait que c'était bien de se faire conseiller par avocat, notaire, architecte avant de se lancer. Et s'il y a un truc à pas faire, c'est de construire sans autorisation. Alors, parmi tous les malheurs qui peuvent vous arriver, vous pouvez avoir la mairie qui vous tombe dessus pour vous demander de régulariser, d'aller déposer un dossier pour faire ce que vous avez déjà fait. Ça, si votre projet il est conforme, vous pouvez vous en sortir. Mais si vous avez fait quelque chose qui était interdit dans la zone où vous avez fait votre projet, là, vous en sortirez pas, et vous allez peut-être devoir démolir tous vos travaux. Vous avez aussi le risque pénal. C'est ça qui va faire le plus peur. Évidemment, si vous construisez sans autorisation, voire aussi que vous obtenez une autorisation mais que vous faites pas du tout ce qui était prévu, vous pouvez vous exposer à des poursuites pénales pendant 6 ans, avec des sanctions à la clé, et également la démolition de la construction. Ok. Donc effectivement, vaut mieux prendre en amont son projet et faire les démarches malgré tout, même si ça peut être contraignant pour certains, bien en amont, pour pouvoir éviter ce genre d'inconvénients, quoi, et qui peuvent finalement coûter très cher. En parlant de coûts, j'ai une question. Est-ce que tu as moyen de nous donner peut-être une fourchette en moyenne? Combien ça coûte de faire appel à un avocat spécialisé dans l'urbanisme dans son projet? Combien faut-il rajouter à peu près, peut-être en pourcentage ou une fourchette chiffrée, pour se dire je me sécurise, je fais appel à un avocat pour m'accompagner dans mon projet d'urbanisme. Pour un particulier, combien ça va lui coûter, entre guillemets, de cette sécurité, quoi? Alors, le coût, il va être très variable selon évidemment le périmètre de la mission. Je pense que le plus important, c'est vraiment de mettre au regard ce budget avec les misères que vous évitez. Par exemple, si vous voulez acheter une maison et que vous avez la condition de votre achat immobilier, c'est de tout rénover, de doubler la surface, il vaut peut-être mieux payer un avocat et demander à un architecte de valider le projet avant d'acheter la maison, plutôt que de l'acheter, se rendre compte que le projet est pas faisable, et puis là, aller droit à la catastrophe. Donc, pour un particulier, cette intervention ponctuelle, ça sera quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros si il y a un travail beaucoup plus conséquent à faire. Et puis, pour un promoteur ou un bailleur social, une collectivité, là, évidemment, les enjeux sont pas les mêmes. Quand vous réalisez
10, 100 logements, le coût de l'intervention de l'avocat, il est à mettre en relation avec le fait de faire ou pas l'opération. Au prorata Donc aussi. c'est vrai que quand on compare avec ça, finalement c'est une intervention qui est assez minime à l'échelle d'un projet, quoi. Ok, super clair. Eh ben écoute, Jean-François, je te propose qu'on passe à la phase action, si ça te va. Oui. Et concrètement, comment ça se passe pour son bercail ? Du coup, Jean-François, nos auditeurs ont un projet de logement. Qu'est-ce que tu leur conseilles, une action super concrète que tu peux leur donner là tout de suite? Les premières questions à se poser pour, j'ai un logement, qu'est-ce que je fais directement? Alors, la première chose que je leur conseillerais, c'est de se renseigner. Avant d'aller voir des professionnels, ils peuvent aller sur des sites internet qui sont très bien faits, qui donnent beaucoup d'informations. Le premier, c'est Géoportail de l'urbanisme. Là, vous avez de plus en plus de plans d'urbanisme qui sont en ligne dessus. Vous tapez votre adresse, ça vous dit tout de suite quelle zone, quelles règles sont applicables, et puis vous pouvez télécharger tout ça pour le potasser tranquillement chez vous. Dans le même genre, vous avez Géorisque, qui est un portail qui, là, va vous dire si votre terrain il est concerné par un plan d'inondation, des choses comme ça. Tous les risques identifiés dans la commune, très simplement. Et un troisième, on n'a pas parlé, c'est tout le sujet monument historique. Plus vous êtes proche d'une zone comme ça, qui a une richesse patrimoniale, plus c'est compliqué de construire. Et ce site troisième, Atlas du patrimoine, tapez sur Google, vous arrivez sur une carte où on vous dessine tous les rayons de 500 mètres autour de toutes les églises, de tous les monuments historiques qui sont classés. Donc trois sites amusants comme ça pour se renseigner. Et puis le deuxième conseil que je donnerais, c'est d'envisager de demander un certificat d'urbanisme. Un certificat d'urbanisme, c'est un document, c'est un petit formulaire que vous remplissez, que vous envoyez à la mairie, et la mairie va vous dire en fait si le terrain il est constructible ou pas, quelles sont les contraintes qui s'appliquent à ce terrain, quelle est la fiscalité à payer si vous voulez faire un projet, et ça va être opposable pendant 18 mois. Vous avez derrière 18 mois où vous êtes tranquille. Si les règles d'urbanisme changent entre-temps, ça s'appliquera pas à vous. Donc c'est un bon conseil à retenir pour faire travailler la mairie un peu pour qu'elle vous donne les règles applicables et puis derrière se donner un peu de temps d'affiner son projet immobilier. Super concret. Merci beaucoup Jean-François. La deuxième question, du coup, c'est dans ta vision, dans le meilleur des mondes, c'est quoi pour toi ton bercail idéal? Alors, mon bercail idéal, j'en ai deux qui me viennent en tête. Le premier, ça serait une petite maison en Finlande où j'ai vécu en bois au bord d'un lac avec un sauna et tout ce qu'il faut pour bouquiner tranquille. Là, c'est quelque chose que j'ai adoré quand j'étais là-bas et ça reste un rêve un peu. Et deuxième bercail idéal, il serait là c'est plus atteignable, c'est ma maison en Bretagne où j'adore aller à Belle-Île dont je suis originaire. Et donc une maison aussi en bois ou est-ce que ce serait une maison peut-être plus classique? Plus classique pour le coup. Ok, ça marche, c'est noté. Est-ce que tu as des ressources à nous donner? Donc tu nous en as déjà donné pas mal du coup dans ton conseil concret, mais je sais pas, des podcasts ou des newsletters ou des personnes que tu aimerais aussi avoir sur ce podcast qui pourraient peut-être faire un complément sur un sujet auquel tu penses? Ce que j'avais en tête en fait, c'est que on entend beaucoup parler en ce moment de lutter contre l'artificialisation, de sobriété dans tous les domaines. En matière d'urbanisme, il y a également beaucoup d'abondance. En fait, il y a énormément de bouts de jardin où on peut faire un petit projet, de bâtiments qu'on peut surélever et donc un vrai terrain de jeu.
c'est toutes ces opérations qu'on appelle de densification douce qui changent complètement les imaginaires par rapport à, d'un côté, la promotion avec des gros bâtiments et de l'autre, l'habitat individuel qui est beaucoup décrié actuellement. Il y a un vrai terrain de jeu pour faire tout un tas de projets dans les villes avec une densification sans doute beaucoup mieux acceptée et permettre en fait euh, à, à des logements inoccupés de trouver une seconde vie, de surélever des constructions des bien desservies par les transports, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose dont il faut parler beaucoup plus avec des intervenants, il y a des spécialistes de ces sujets. Yudo pour la densification douce, ville vivante également, ou Up Factor pour la surélévation voilà, que je recommanderais. Ok. Bah, c'est noté. On regardera tout ça. C'est noté. Eh bien, écoute, on vient au bout de l'épisode de Bercail. Est-ce que tu peux nous indiquer si des gens souhaitent te contacter ou te poser des questions? Est-ce que tu as un endroit sur lequel on peut te contacter facilement? Sur LinkedIn, le plus simplement, Jean-François Benoît, avocat. Eh ben écoute, de toute façon, je mettrai tout ça en description. Encore un grand merci d'être venu nous expliquer tout ça, parce que je sais que c'est dense et que c'est pas toujours évident à expliquer et à simplifier. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer les différents types de permis. On synthétisera tout ça, mais c'est vraiment de l'information de qualité et c'est cool d'avoir ça sur un podcast. Tu reviens quand tu veux, Jean-François, et puis je te souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup pour l'invitation, j'étais ravi de participer, et puis je souhaite une bonne route à Aubercaille. Encore un grand merci Jean-François d'être venu sur le podcast et de nous avoir éclairé sur le droit de l'urbanisme et de sa réglementation. Si je devais retenir 3 choses importantes dans cet épisode, ce serait de me poser en première question, est-ce que je vais intervenir à l'extérieur de l'enveloppe du logement ? Donc si c'est le cas, il faut que je me renseigne sur le type d'autorisation, type permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir, ou alors autorisation de travaux, ou alors peut-être rien du tout. La deuxième question qu'il faudrait se poser en début de projet, c'est est-ce que je vais changer l'utilisation des locaux ? En fonction, il y aura sûrement des autorisations à demander. Il y a vraiment plein de cas particuliers en fonction du type de projet, de logement, qu'il soit dit classique, dans le cadre d'une copropriété, à but commercial, ou alors que ce soit pour des habitats de type réversible ou participatif. Donc je pense qu'il est vraiment judicieux d'anticiper ce genre de projet et de faire appel à un avocat pour blinder un maximum son dossier dès le départ afin d'éviter quelques prises de tête administratives. Et enfin, si tu as aimé l'épisode, tu peux soutenir Aubercaille en nous laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais qu'on aborde. Et si on co-créait Aubercaille ensemble ? Si tu te dis « Oh non, l'épisode est déjà terminé », tu peux vite nous retrouver sur le site www.aubercaille.co et y retrouver tous les sujets abordés dans ce podcast. À très vite!